Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Le 18 janvier 2023, vous avez été installé à l'Académie des Beaux-Arts dans la section d'architecture. Et lors de cette cérémonie très solennelle, vous avez rendu hommage à Roger Taillibert, à qui vous avez succédé à l'Académie en 2021. Et vous avez commencé votre discours en remerciant Sebastião Salgado, l'infatigable photographe militant pour le reboisement de la forêt et aussi la préservation de la nature. Alors, ce que j'aimerais savoir en premier lieu, c'est quelles photographies de Sebastião Salgado vous ont le plus marqué et pourquoi est-ce que son travail vous touche ? C'est tout un ensemble de choses. Oui. Sebastião Salgado, c'est d'abord un chasseur infatigable sur la planète des situations les plus belles et les plus... c'est comme un témoin en fait de tout ce qui se passe sur la Terre entière. Et puis, depuis qu'il a cherché à lui-même à faire de l'ancienne propriété qu'il a héritée de son père vraiment un lieu où il a planté des millions d'arbres, oui. Il a réellement décidé d'être un témoin utile pour le reboisement de sa forêt dans sa propriété et dans le regard qu'il peut porter sur le monde. Et notamment, il y a un reportage qui m'a particulièrement touchée. C'est le reportage qui a fait l'objet d'ailleurs d'un livre qui s'appelle « Avec sa femme », qu'il travaille énormément. Et qui est architecte. Qui est architecte, oui. Leila Vanik Salgado, qui est une femme remarquable. Et en fait, ils sont absolument fusionnels dans leur rapport à cette implication sur la question de l'environnement. Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est leur livre Gold, en fait, qui est un livre qui se passe sur la Sierra Pelada, où en fait, c'était la plus vaste mine d'or à ciel ouvert, où on voit photographier en fait des milliers d'hommes en fait qui se trouvent dans des situations absolument insoutenables, ou qui ont tout vendu en fait pour pouvoir espérer un jour s'enrichir et trouver le fameux or, les paillettes d'or, etc. Et donc, c'est plus de 50 000 ouvriers qu'il photographie. Et en fait, il faut savoir que pour faire ce type de reportage, et il le dit lui-même, il faut faire œuvre de patience. C'est un travail d'investigation. Il faut créer la confiance pour que ceux qui sont photographiés acceptent d'être photographiés. Et il n'y a absolument pas une position voyeuriste de sa part, mais de témoignage. De témoignage d'une situation extrême. Donc ça, c'est absolument touchant. Et aujourd'hui, cette mine d'or n'existe plus. Mais en tout cas, il a fait une œuvre de témoignage absolument remarquable. Il y a aussi un côté militant, peut-être que vous partagez aussi avec lui et sa vision. Oui, alors il faut avouer qu'en étant élu à l'Académie, j'ai eu l'immense bonheur de faire des rencontres remarquables. Oui. Et il y a eu une sorte d'évidence, en fait, quand on s'est rencontrés, sur cet engagement qu'il avait lui-même à travers la photographie et mon propre engagement que j'ai eu toujours à travers l'architecture. D'ailleurs, au cours de votre discours d'investiture, vous avez aussi rappelé que le fauteuil numéro 4, que vous occupez désormais à l'Académie, l'a été avant vous par bien d'autres grands architectes. Quel rapport vous entretenez avec vos prédécesseurs dans le métier ? Et puis ensuite, pourquoi l'Académie vous a choisi ? Alors, par rapport à mes prédécesseurs, forcément, c'est un regard ému, parce que quand on pense à Boulay, c'est quand même quelqu'un qui a imaginé les villes du futur, quelqu'un qui était capable d'avoir un imaginaire extrêmement... il a été un protagoniste de l'utopie en architecture, magnifique dessin de villes avec des géométries extrêmement pures et radicales. Donc ça, c'est cette dimension très belle que j'aime dans l'architecture, de pouvoir créer un imaginaire qui permette à chacun de se projeter dans une idée où la question du sacré n'est pas très loin. Donc une vision absolument qui projette l'architecture au-delà d'elle-même dans sa quotidienneté. Donc ça, c'est M. Boulay. Et puis après, il y a Charles Garnier, qui est lui-même un protagoniste alors là, pour le coup, de la transcription d'un état de dimension politique très forte, en fait, d'un projet qui a été pensé sous Napoléon III et réalisé sous Clémenceau, ce qui est quand même assez paradoxal. Mais enfin, en tout cas, un protagoniste important, un architecte qui montre que la question de la représentation de l'état d'une société à travers l'architecture, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. En ce qui vous concerne aussi, le rapport à la société, l'effet que peut avoir le travail de l'architecte sur la société est très important. Oui. C'est-à-dire que, notamment, si on revient à travers l'opéra Garnier, là, il traduit en fait cette société qui se regardait comme quand on parlait de la société du spectacle, c'était déjà, on était en plein dedans déjà,
décennies avant que ce livre ne soit écrit. Donc on est vraiment dans la société du spectacle, et Charles Garnier, avec son escalier qui est aussi grand que la scène, le retranscrit parfaitement. On va quitter l'Académie pour évoquer les Black Swans qui sont situés à Strasbourg, livrés en 2019. Cette opération est intitulée dans le dossier de préparation « Opération de 30 000 m² de logement, bureaux, résidences étudiantes, hôtels. Opération la plus importante de réversibilité bureau, logement, réponse au défi de la volatilité des besoins ». Dit comme cela, il y a quelque chose de presque magique, un immeuble qui s'adapte à la volatilité des besoins. Or, la réversibilité d'un bâtiment, c'est d'abord tout nouveau, mais au surplus, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? En fait, c'est une question de décision. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui. Mais à la base, ça veut dire qu'il faut remettre en cause, de remplacer des modèles en fait, de construction qui ne sont plus valides aujourd'hui. Oui. Depuis quelques décennies, en fait, la construction est devenue plus un modèle commercial que réellement une intelligence collective par rapport à la traduction de nos besoins. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de répondre à des enjeux environnementaux et sociaux importants. Et le système actuel est inefficace pour maîtriser l'expansion des villes, qui se fait au détriment des terres agricoles. On est incapable d'arrêter ce processus qui est quand même extrêmement destructif, qui est la construction et la déconstruction des villes, qui contribuent, on va dire, à une empreinte carbone extrêmement nocive. Et puis, comment on va vers une sorte de pénurie des matériaux, on ne va pas dans le bon sens. Et puis, il y a un troisième point qui est comment on fait qu'il y ait une sorte de discrimination sociale dans le rapport à la proximité en fait, des besoins. En fait, ceux qui sont les moins de moyens se trouvent tous plus loin. Et toujours plus loin, voilà. Et toujours très loin. Et donc, on est loin de la ville du dernier quart d'heure. Hein. Oui. Donc la réversibilité, c'est une façon de poser la question de comment on change de paradigme, c'est-à-dire que c'est plus forcément le bâtiment qui est l'objet en fait, de cette réflexion, mais c'est la question du rapport au temps long de la ville. Donc, ça veut dire comment on arrive à rendre ces villes plus agiles, plus capables de répondre à l'évolution des besoins et des usages. Et pour autant, deux temps s'entrechoquent. En fait, vous parlez du temps long, mais il y a aussi le temps court de l'économie, et je dirais le temps de plus en plus court de l'économie. Oui, voilà. C'est justement pour reprendre la main en fait, sur la construction des villes qui seraient complètement compatibles. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, il ne faut pas lutter contre l'économie, mais comprendre les mécanismes intrinsèques à l'économie. C'est-à-dire que si on arrive à faire des bâtiments qui s'installent dans la durée, Haussmann l'a parfaitement montré. En fait, à la base, c'est un système économique remarquable. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'inscrire la ville dans la durée. Il y a le clos couvert en pierre qui s'installe dans la durée, qui est remarquable. Et ce qui fait que la qualité intérieure des bâtiments vont pouvoir muter dans le temps, puisque le décor perdure dans le temps à plaire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en fait dans cette question de la durée, c'est comment réconcilier en fait les habitants avec l'idée d'une ville moderne, contemporaine, et qui dans le futur va traduire l'ensemble de leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faut arriver alors que très souvent quand on parle aux gens de ce qu'ils aimeraient avoir, c'est la maison avec le petit jardin. Ce qu'il faut, c'est comment on arrive à créer une autre possibilité de créer du rêve et plutôt une sorte d'acceptation de cette question de la proximité, plutôt comme une valeur qui va libérer leur capacité à vivre d'une façon plus libérée, avec plus de bien-être dans une ville où tout sera à proximité et surtout adapté à des besoins qui sont changeants. Alors que l'économie de marché, c'est vrai, comme vous le dites, est extrêmement fluctuante dans une durée très courte, et ce qui fait qu'on continue à construire des bâtiments qui quelquefois sont vides parce qu'ils ne correspondent plus à la destination.
Vous parlez d'une autre manière de créer du rêve. Pour autant, nous sommes contraints dans des habitudes et un cadre normatif extrêmement strict. Par ailleurs, le défi climatique est bien là et personne n'en conteste plus la vérité. Quels sont donc les leviers à actionner pour faciliter la réversibilité des bâtiments et donc à la fois éviter les travers que vous avez évoqués, l'obsolescence des bâtiments et parfois la destruction inutile? On est dans une réglementation qui favorise l'étalement urbain. Donc ça peut paraître paradoxal, oui. Alors qu'on a le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, qui est demandé, enfin proposé par le gouvernement et à juste titre. Mais on a une réglementation qui contribue à cet étalement urbain. Alors, donc ce qu'il faut reprendre, c'est les réglementations à la fois incendie, qui ne favorisent pas en fait c'est-à-dire que c'est des réglementations différentes entre bureaux, logements ou hôtels, etc. Alors qu'il n'y a aucune raison. Dans d'autres pays d'Europe, en fait, c'est les mêmes réglementations qui régissent la question de la sécurité des gens. Oui. Donc la réglementation incendie, la question de la fiscalité, parce qu'au moment du dépôt d'un permis, on ne peut déposer un permis que pour une seule destination, avec une fiscalité différente selon que ce soit du bureau ou du logement. Donc on comprend que quand on fait pour un détenteur de biens, quand il dépose un permis qui est une activité qui est génératrice de défiscalisation de TVA ou pas, forcément, on comprend qu'à un moment donné, même si ces locaux sont moins utilisés, à terme, il n'aura pas forcément envie de perdre cet équilibre. C'est un modèle en fait, qui fige pour trop longtemps l'usage. Oui. Voilà, donc il faut déverrouiller en fait, ces usages qui figent la destination. Mais est-ce qu'il faut aller pas à pas et donc changer une règle après l'autre ou bien mettre en branle une sorte de bouleversement total et radical de notre environnement législatif et administratif qui régit en France la construction? En fait, moi, je pense que ces transformations, c'est pas si radical que ça, au sens où, à partir du moment où on désire quelque chose, qui est c'est-à-dire la question de maîtriser l'empreinte carbone, et que de l'autre côté, il y a des éléments qui bloquent, il faut simplement agir pour qu'elles ne bloquent plus. C'est pas c'est une évolution, on va dire, normale. On va dire c'est comme un système au sens de Darwin, c'est-à-dire qu'en fait, on transmet des constantes, mais on s'aperçoit que certaines constantes ne sont plus adaptées à un environnement, et que c'est l'environnement qui va choisir, enfin qui va favoriser telle ou telle espèce. Là, c'est la même chose, en fait. On a un environnement qui ne correspond plus à nos règles, donc il faut les faire évoluer. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est conscient de ces leviers à actionner et qui semblent tout à fait simples, en fait? Il suffit d'une décision politique, au fond, quand on vous écoute, ou presque. Alors, je pense que la conscience... pour en avoir eu l'occasion de le présenter à des personnes qui sont, dans la décision, ils en ont conscience. La seule chose, c'est que je pense que, notamment vos émissions, en fait, il y a une question de contribuer à cette culture générale. C'est-à-dire qu'il faut réellement que l'ensemble des protagonistes, on va dire, aient envie ensemble de transformer, de faire évoluer le système. Parce que, encore une fois, ce n'est pas l'idée de détruire un système pour en mettre un autre. Parce que là, ça serait destructeur, on n'arriverait pas à gérer tous les paramètres. Il faut certainement contribuer à cette transversalité d'écoute, de sensibilité, qu'il fasse que, en fait, à un système qui avait trouvé tant bien que mal un certain équilibre, on arrive à ne pas le déséquilibrer, à le transformer pour aller dans le bon sens. Donc, en fait, oui, il y a cette conscience. Je trouve qu'on ne va pas assez vite dans la mise en place de cette transformation. Et je pense qu'il faut considérer qu'il y a aussi un système, de millefeuille politique qui est aussi peut-être à simplifier pour que cet aspect décisionnel du permis soit beaucoup plus, dans une logique qui dépasse les simples communes qui sont souvent avec des moyens limités. Et je trouve que la bonne échelle, en tout cas à mon sens, c'est l'intercommunalité. C'est qu'on mette en commun les intelligences en fait, de plusieurs communes pour mettre ensemble des moyens et qu'il fasse que la décision d'un bâtiment soit moins assujettie à une décision court-termiste et qu'on puisse se projeter dans une vision plus territoriale où la question des plans climat, des SCOT puisse enfin être respectée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et pourtant, vous n'êtes pas la seule à formuler cette demande. Absolument. Oui. Au niveau de l'esthétique, est-ce que la réversibilité induit une uniformisation de la construction ? Absolument pas. Et c'est une question qui m'est souvent posée. Je vous remercie de me la poser. C'est-à-dire que la question de la réversibilité, c'est surtout une façon de considérer peut-être les invariants. En fait, qu'il est bon
de considérer dans la construction, mais ce qui n'empêche, et je vais les citer, et après, ce qui n'empêche absolument pas, à partir du moment où on a identifié ces invariants qui permettent d'avoir différents usages, d'avoir au contraire une attention renouvelée par rapport aux caractéristiques de chacune des régions, dans la mesure où le produit ne sera plus un produit formaté, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, mais réellement, au contraire, l'architecture retrouve en fait cette question de... C'est quand elle bascule dans une dimension artistique, c'est qu'elle arrive à révéler la nature très spécifique de chaque région, en traduisant son climat, son histoire, sa texture, ses matériaux. Oui. Et c'est là où on reprend la main sur l'inventivité. Et les invariants, ça serait de simplement se dire qu'il y a un noyau dur vertical qui va permettre de résoudre la question de la structure, mais qui serait décorrélé des cloisonnements qui, eux, peuvent bouger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça serait d'avoir la possibilité d'avoir des espaces extérieurs pour tous, qui permettrait de réguler les apports, c'est-à-dire que ce sera un support en fait projeté sur l'extérieur, de pouvoir réguler des apports ou pas de lumière et de chaleur, ce qui va dans les années à venir peut-être très utile. Et le troisième point, c'est d'avoir une hauteur identique, que ce soit pour des bureaux et des logements, qui vous assure comme ça, quel que soit l'usage dans le temps, la même droit à la lumière, ce qui est quand même nécessaire. Oui, voilà. Aussi. Voilà. En 2016, vous avez déposé avec ICAD le label IDI, immeuble à destination indéterminée, lors justement de la construction des Black Swans à Strasbourg. Quelle est la raison d'être de ce label ? Et puis aussi, où en est-il de son développement en 2023 ? La raison d'être, en fait, c'est simplement parce qu'avec ICAD, on est très fiers d'avoir fait, à mon sens, une opération en fait, de référence sur la question de la réversibilité. Oui. Et ICAD, au moment où ils m'ont déclaré lauréate en fait, du concours d'un quartier mixte, n'avaient pas posé la question de la réversibilité, mais au fil de l'eau, ils en ont vu toutes les vertus, parce que ça leur a permis de changer la programmation par rapport au concours de plus de 50%. Donc ils en ont vu la capacité à eux-mêmes à trouver une résonance en fait, sur d'autres opérations et assurer en fait on va dire, le fait qu'un bâtiment il ne soit pas calculé uniquement sur 10 ou 15 ans dans le retour sur investissement, mais sur plus longtemps. Donc, ils ont vu l'avantage économique. Donc ça, c'est une certaine fierté qu'on a voulu partager en déposant ce label. Et après, le fait qu'il puisse être appliqué, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut absolument transformer le cadre administratif au moment du dépôt. Moi, je considère qu'il faut même pouvoir à terme... Alors, déjà avoir le droit de déposer un bâtiment à plusieurs usages, et même faire la démonstration de cette transformabilité ou de cette transformation de ces immeubles à terme. Je trouve que on ne peut plus aujourd'hui considérer qu'un bâtiment ne puisse être qu'à une seule destination. Voilà. Sinon, on va continuer à avoir ces villes moyennes qui en réalité baissent en termes de nombre d'habitants, mais qui s'accroissent en termes d'emprise au sol. Ce qui est quand même paradoxal. Avez-vous bon espoir de pouvoir parvenir à cet objectif ? Je pense que la période est favorable en fait à cette évolution, dans la mesure où on voit qu'il y a un flottement certain sur la destination des bureaux notamment. Donc je pense que je vois que, puisque moi j'ai la chance d'être très implantée dans la sphère privée, dans la sphère publique, et je vois que ça s'exprime différemment. Il y a des bonnes raisons d'arriver à faire que ces intérêts communs convergent. Donc comme l'objectif, je dirais, qui pour moi, comme je le disais un peu au début de notre conversation, la question de la dimension du collectif, donc la dimension transcendantale de l'architecture, à mon sens, ne peut pas ne pas prendre le pas sur cet intérêt privé qui est en train de détruire cette notion de vision collective. Je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est là où on va redonner envie aux habitants de s'investir dans cette mise en place de la ville du futur qu'ils attendent tous de leur vœu, à mon sens, qui est une ville pacifiée sur la question des transports, qui est une ville où en fait ils pourront avoir les services à proximité et avoir la chance d'habiter dans des logements aérés, capables de résister au changement du climat, notamment. Dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Quelle maison rêvez-vous de construire un jour ? En fait, c'est drôle parce que vous posiez cette question, parce que l'autre jour, je suis tombée sur un hommage à Jacques Tati, qui était quand même un
un metteur en scène extraordinaire et qui parlait beaucoup d'architecture, et notamment avec la villa qu'il a dessinée dans Mon oncle. Et dedans, il y a une protagoniste qui est très intéressante, qui est une bourgeoise, qui est très fière en fait de sa maison. Elle s'appelle Madame Harpel, et qui, dès qu'elle fait visiter à ses amis la maison, elle dit tout communique. C'est magnifique. Alors elle dit toujours tout communique. Donc pour elle, la modernité, c'est que tout communique. En fait, il n'a pas si tort que ça, Jacques Tati, ce qui est une des beautés de l'architecture, c'est d'arriver à créer, d'avoir une certaine fluidité. Donc moi, j'imagine une maison, simplement 2 grands plans horizontaux qui feraient 30 mètres par 30 mètres et à l'intérieur duquel il y aurait un clos couvert, une fermeture de 20 mètres par 20 mètres. Et donc cet espace intérieur serait extrêmement libre dans son dispositif et très ouvert sur son environnement. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser. Donc 2 plans horizontaux et simplement une clôture carrée, donc 2 plans carrés dans lesquels il y a une sorte de carré plus petit qui vient fermer l'espace entre l'intérieur et l'extérieur et qui serait lui-même complètement fluide dans ses ouvertures et ses fermetures. Un grand merci Anne Démian. Merci à vous.